Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le Conseil national de transition CNT a largement approuvé hier le programme d'action gouvernementale du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, 102 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Un programme qui s'articule autour de 4 axes prioritaires: la sécurité sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, l'organisation des élections générales, les réformes politiques et institutionnelles, également la promotion de la bonne gouvernance et le pacte de stabilité sociale. Le coût de réalisation de ce plan d'action est estimé à 2050 milliards de francs CFA. Ce programme peut-il être mis en œuvre dans les 7 mois restants pour la transition? Quels peuvent être les obstacles de sa mise en œuvre? Le Premier ministre a-t-il les moyens de ses ambitions? Quel peut être l'impact de l'exécution de ce programme sur le budget national? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Madame Keïta Kadiatou, spécialiste des questions sécuritaires, Modibo Mao Makalou, économiste, et Balan Diakité, analyste politique. À la présentation de ce débat, Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à écouter ces réactions recueillies hier à la fin du débat autour du plan d'action gouvernemental du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Réactions recueillies par Maman Babakunta. Vraiment, je suis satisfait du plan. C'est un plan d'action cohérent, objectif, simple et qui répond à tous les besoins des Maliens. Le problème qui se pose, c'est le temps. Est-ce qu'il y aura le temps de l'appliquer? C'est le problème. Nous pourrons dire que nous sommes satisfaits et nous allons continuer à accompagner cette transition et en espérant que les 4 actes déclinés pourront être mis en œuvre. Si je me réfère au plan d'action déjà adopté au mois de février dernier et aux réalités sociopolitiques du pays, je pense que ce plan d'action est un peu prématuré. Même s'il y a des insuffisances, on est satisfait parce que nous avons la possibilité d'orienter, d'évaluer et de suivre. C'est un plan d'action comme tout travail, ce n'est pas parfait, mais déjà on a fait des recommandations et nous sommes prêts à orienter ce plan d'action. Alors, Mao Makalou, à l'issue de ces débats, nous voyons que les membres du CNT sont partagés entre satisfaction et réserve. Comprenez-vous ces réactions? Merci beaucoup et bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Moi, ce n'est pas ma compréhension des choses. Je pense que ça a été adopté par 102 conseillers. Et qu'il y a eu 9 abstentions et puis je pense 2 personnes qui étaient contre. Donc ça a été adopté à une écrasante majorité, en tout cas par l'Assemblée législative. Donc le Premier ministre a un quitus pour mettre en œuvre son plan d'action gouvernemental. Vous comprenez les réserves de certains? Oui, non mais écoutez, c'est difficile de faire l'unanimité autour de quelque chose d'aussi général qui touche à tous les aspects de la vie politique et publique. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte politique et qu'il y a des opposants et il y a des partisans. Bon, parce que le jeu politique, quand même, il touche à beaucoup de choses. Et donc, à travers cette Assemblée, il n'y a pas d'unanimité. Cela se comprend, mais c'est à travers la discussion que peut jaillir la lumière. Et je pense que les débats ont été longs, très longs, et beaucoup ne portaient pas sur le sujet lui-même, parce qu'on parlait du plan d'action gouvernementale pour la période 2021-2022. C'était bien ça. Donc, ce plan a été chiffré et je pense que, en réalité, ce plan, en principe, devrait être issu d'un diagnostic holistique de la situation du pays et ensuite de la définition des enjeux, des axes, des objectifs stratégiques et des axes d'intervention, des indicateurs de performance, mais aussi des cibles, c'est-à-dire les résultats
visée. Parce que tout cela rentre dans le processus de la gestion axée sur les résultats. Donc vous pensez que tel n'a pas été le cas? Moi, je ne sais pas comment ça a été établi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai vu qu'il y avait un document quand même qui me paraît assez complet, même s'il me paraît très ambitieux, surtout par rapport au niveau du budget. On pourrait revenir là-dessus à l'intérieur des axes, ce qui me paraît un peu superflu. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est un bon plan d'action parce qu'en réalité, c'est dans la mise en œuvre qu'on va savoir si le plan est en train d'atteindre ses objectifs ou non. Pensez-vous la même chose, Balan Diakité, vous êtes analyste politique. Est-ce que c'est un bon plan, ce programme de Choguel Kokala Maïga? Alors, merci pour la question. C'est vrai que c'est un plan d'action qui est assez large, dans ce sens où ça prend en considération beaucoup d'aspects, beaucoup d'inquiétudes. Et je peux dire que les besoins aujourd'hui sur lesquels tous les Maliens sont essentiellement d'accord là-dessus, ces besoins sont en grande partie pris en compte. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans la dynamique de cette transition, c'est surtout l'aspect temps et le fait qu'on n'utilise pas à bon escient le facteur temps. Aujourd'hui, il nous reste à peu près 7 mois pour la durée de la transition. Et en 7 mois, il faut dire que ce programme d'action qui a été adopté difficilement est applicable. Je ne dis pas que les axes qui ont été pris ne sont pas des axes pertinents, ce sont des axes pertinents. Et d'ailleurs, depuis le début de la transition, je suis de ceux-là qui ont toujours appelé à respecter ces 3 axes, à savoir le renforcement de la sécurité, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et aussi la conduite des réformes politiques et institutionnelles. Mais nous sommes dans un pays, malheureusement, où on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Sinon, j'ai écrit des articles, nous avons participé à des colloques, et sur ce plateau même, j'ai eu à le dire plusieurs fois que cette transition ne peut pas aller au-delà de ces 3 axes. Aujourd'hui, Choguel Kokala Maïga, il en ajoute un 4e axe, mais à mon avis, ce 4e axe qui porte sur la gouvernance peut bel et bien être intégré dans le 2e axe qui est les réformes politiques et institutionnelles. Parce que pourquoi faire des réformes si l'objectif final n'est pas effectivement de chuter sur une bonne gouvernance vertueuse? Alors nous allons entrer dans ce plan axe par axe. Nous allons commencer par l'axe qui porte sur l'amélioration de la sécurité. Nous avons en ligne Madame Keïta Kadiatou, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Est-ce qu'à entendre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui place l'axe concernant la sécurisation du pays au premier niveau, vous pensez aujourd'hui que le Mali est à mesure d'améliorer la situation sécuritaire d'ici la fin de la transition? Je pense qu'il faut d'abord saluer l'intention. Je pense que là, tout ce que les Maliens demandent là actuellement, c'est effectivement le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est quelque chose qui a été demandé, redemandé et plébiscité. Donc, il faut déjà saluer l'intention, que ce soit sur le programme du gouvernement, sans surprise d'ailleurs. Après, est-ce que c'est réaliste? Ça, c'est une première question. Est-ce que les actions annoncées seront efficaces? Ça, il faudra aussi voir ça dans le détail. Il faudra également voir comment est-ce que cela va se faire concrètement. Parce que pour renforcer la sécurité, la méthode compte énormément. Est-ce que c'est faisable en si peu de temps? Je pense que le doute est permis. On va quand même donner le bénéfice du doute au gouvernement. Mais si on prend juste la formation et le recrutement des militaires, il est prévu 12 000 hommes qui seront recrutés et formés. Et le recrutement de 4 000 paramilitaires en si peu de temps, c'est quelque chose... Non seulement il faut les recruter, il faut aussi former ces acteurs-là. En si peu de temps, c'est quelque chose qui serait difficile à mettre en œuvre. Ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, c'est encore une fois le renforcement de la sécurité se résume uniquement aux dispositifs sécuritaires. Et on l'a dit et répété dans ce domaine, pour le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du Mali, le dispositif sécuritaire est important, le dispositif sécuritaire est nécessaire, mais les dispositifs sécuritaires à lui seul ne peut pas faire tout le travail.
il faudra développer des approches holistiques, il faudra prendre en compte le développement, il faudra prendre en compte des mécanismes de création de confiance entre les gouvernés, les administrations, les forces de sécurité. Donc oui, encore une fois, on salue l'intention, mais par rapport à la faisabilité, laissons le bénéfice du doute. Alors, quelle stratégie le gouvernement peut-il adopter pour essayer de sécuriser ne serait-ce que quelques endroits pour pouvoir tenir les élections? Pour pouvoir tenir les élections, la première chose, ce serait le retour de l'administration pour que les gens puissent voter en toute quiétude. Mais ça, ce sera aussi difficile sans un dispositif sécuritaire renforcé. En fait, les éléments sont très, très liés. C'est difficile d'avoir des sécurités... Pardon. Excusez-moi. C'est difficile d'avoir un dispositif sécuritaire renforcé dans des conditions aussi difficiles là, actuellement. Et c'est difficile de tenir des élections dans des conditions aussi difficiles. On a vu le cas Soumaïla Keïta, Soumaïla Cissé perd son âme, où les candidats risquent quand même soit de se faire enlever, soit les électeurs ne pourront pas aller voter. La première chose, c'est déjà de créer la confiance au sein de la population, de les assurer que ces élections-là, déjà, ce sont des élections que le peuple veut, parce que là aussi, il y a des questions par rapport à ça. Il faudra créer la confiance au sein des populations, il faudra sécuriser certaines localités, il faudra le retour de l'administration pour que les élections puissent se passer. On ne peut pas avoir d'élections si aujourd'hui encore, il y a des parties du territoire qui échappent au contrôle de l'État, parce qu'on l'a vu dans toutes les élections passées. Aller voter, c'est au péril de ta vie dans certains endroits et c'est même pas possible. C'est qui remet en cause aussi la légitimité de ces élections-là. Alors, merci beaucoup, Madame Keïta. Vous restez avec nous, Mao Makalou, Modibo Mao Makalou. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard du contexte dans lequel se trouve le pays, est-ce qu'on peut dire qu'il est possible, est-ce qu'on peut être optimiste qu'on peut recouvrer, en tout cas, et rétablir la sécurité sur une partie essentielle du territoire, entre guillemets, pour que les élections puissent se tenir d'ici la fin de la transition? Écoutez, ce programme d'action gouvernementale est basé sur 3 piliers. Le pilier sécuritaire, le pilier politique et le pilier social. L'aspect sécuritaire, mais nous voyons tous, nous vivons une crise sécuritaire d'une dimension inouïe depuis 2012. Pourquoi nous avons plus de 50 pays à nos côtés pour pouvoir quand même gérer cet aspect sécuritaire? Ça veut dire que c'est une priorité parmi les priorités, parce que ça ne concerne pas seulement nous, mais tous ceux qui nous entourent aussi. C'est vraiment un fléau au niveau mondial et qui demande beaucoup de moyens. D'ailleurs, dans le programme d'action gouvernementale, le premier axe, c'est le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et c'est chiffré à environ 220 milliards. Et c'est presque 11% du coût du plan. Et cela, je pense que, en tout cas, le budget de la défense et de la sécurité est le deuxième budget de notre pays dans le projet de loi de finances 2021, puisque la défense et la sécurité se chiffrent à environ 469 milliards. Il n'y a que les enseignements, c'est-à-dire tous les enseignements, qui sont à 471 milliards. C'est beaucoup d'argent, mais c'est bon, comment cet argent va être utilisé, si c'est utilisé de manière judicieuse, cela nous permettra quand même de relever un certain nombre de défis. Mais si nous voulons sécuriser le territoire, et de toute façon pour faire des élections, c'est nécessaire parce que le facteur de réussite de cette transition, c'est d'organiser des élections non contestées. Je n'ai pas dit des élections parfaites, non contestées. Cela veut dire que le Premier ministre doit rassembler autour de son programme d'action. Il doit faire appel à tous les Maliens et que tous les Maliens se mettent d'accord sur l'essentiel pour qu'on puisse aller aux élections de manière consensuelle pour avoir des élections non contestées et sortir de ce régime de transition, ce régime transitoire, et parce que, comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Nous avons besoin d'avoir des élections bien faites, en tout cas pour pouvoir bâtir une prospérité partagée. Alors, Balan Diakité, pour pouvoir atteindre l'objectif ou les objectifs que s'est assigné le gouvernement Choguel, à quoi il doit s'atteler dès à présent?
Dès à présent, il faut aller à l'essentiel. Parce que, l'essentiel, c'est quoi? Parce que jusqu'à présent, il y a quand même deux facteurs qui peuvent justement constituer un obstacle majeur à la réalisation de ce plan d'action. Le premier facteur, il est d'ordre, je veux dire, d'ordre psychologique, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement les militaires sur place, l'administration sur place. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure Madame, ces facteurs-là comptent, mais la sécurité, c'est d'abord un état d'esprit. Il faut que les citoyens puissent déjà, dans la psychologie collective, que les gens puissent se sentir en sécurité. Ça, c'est un premier facteur. Et le deuxième élément, qui est d'ordre social, c'est la question des enseignants, c'est-à-dire l'application de l'article 39, qui fait débat actuellement, mais que le Premier ministre essaie d'effleurer, mais sans pour autant répondre clairement et précisément à cette question, si l'article 39 sera appliqué ou pas. Parce que pour le moment, l'avenir des étudiants, des enfants, l'avenir des enfants est déjà pris en otage. Donc, je pense que ces deux facteurs-là sont deux facteurs déterminants qui peuvent, si elles ne sont pas réglées à temps, peuvent justement altérer ou constituer un obstacle quand même à l'application intégrale de ce plan d'action, quoique le temps ne suffit pas non plus pour que ce plan soit appliqué de façon intégrale. Alors, Modibo Mahamadou, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, nous voyons que dans ce programme d'action gouvernementale, son exécution est estimée à plus de 2000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent, est-ce que le Mali a la capacité, est-ce que le Mali est à mesure de faire face à de telles dépenses aujourd'hui? Mais, écoutez, vous savez, ce sont les dispositions constitutionnelles qui déterminent les ressources et les charges de l'État à travers la loi de finances. Donc ce projet de loi qui vient d'être quand même modifié par un arrêté du ministre des Finances, enfin de son secrétaire général, établissait les dépenses budgétaires pour l'année 2021 à 2809 milliards de francs CFA. Et les recettes à 2155 milliards de francs CFA. Mais les recettes et les dépenses ont été ajustées vers la hausse. Au 30 juin 2021, nous sommes à 2815 pour les dépenses et 2162 pour les recettes. Donc il y a une légère hausse. Le Premier ministre n'a rien inventé. Ce sont les services techniques qui fournissent, en tout cas ce qui doit être fait. Il y a une loi des finances qui est en cours. Et comme je l'ai dit, et beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué, le programme d'action gouvernementale couvre la période 2021-2022. Mais 2022 jusqu'à où, ce n'est pas défini. Donc moi, je pense que ce n'est pas au-delà de la capacité du gouvernement de mobiliser ses ressources. Mais cependant, les hypothèses du budget 2021 tablait sur une bonne pluviométrie, une bonne saison agricole. Et donc ça, ce sont des hypothèses. Et donc le taux de croissance de l'économie sur la base desquelles ces projections ont été faites, ces prévisions ont été faites, est de 4%. Le FMI les table à 4,3%, mais ce sont des hypothèses. Aidez-nous à comprendre, on parle de 2050 milliards pour un programme qui doit s'étaler sur la durée de la transition, d'ici la fin de la transition. Comment cela est-il possible en quelques mois qu'on puisse débourser autant de... Est-ce à dire que d'ici la fin de la transition, pratiquement toutes les préoccupations des Maliens seront résolues? La cherté de la vie, par exemple. Non, vous voyez, ce plan d'action gouvernementale, c'est un plan d'action. Donc, en réalité, le critère de succès, c'est quoi? C'est est-ce que les cibles seront atteintes ou pas? Donc, c'est ça qui... Parce que, comme je l'ai dit, c'est un processus intégré et continu de réflexion, d'action, de contrôle, c'est-à-dire les ajustements. C'est en mettant en œuvre, à travers les indicateurs, qu'on va savoir si nous sommes en train d'atteindre les objectifs ou bien les cibles.
Et donc, c'est en ce moment qu'on va faire des ajustements. Mais tout va dépendre du nerf de la guerre, des ressources. Parce que vous savez, notre budget est essentiellement basé sur les ressources fiscales et qui sont fournies par 2 services essentiellement, les impôts pour près de 53% et les services des douanes pour 37%. Près de 90% sont fournis par ces 2 services. Mais si l'activité économique est au ralenti, ou si nous avons une très bonne saison cotonnière ou agricole, cela peut changer la donne en termes de recettes. Mais le X, c'est quoi? C'est que nous sommes aussi dépendants des ressources extérieures. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que les partenaires techniques, en tout cas, l'assistance extérieure a beaucoup diminué. Et de mémoire, je pense que l'assistance technique tourne entre 20 et 25% de notre budget chaque année. Et c'est environ 60% des investissements publics. Et cela risque de nous faire défaut. Donc il va falloir qu'on soit créatif, imaginatif et espérer que nous ayons une bonne saison. Alors, Bala Diakité, il y a beaucoup de gens, surtout au niveau de la classe politique, qui pensent que ce programme ne pourrait être mis en œuvre d'ici la fin de la transition. Eux, ils vont plus loin, ils disent que le Premier ministre veut que la transition soit prorogée. C'est une astuce pour les nouvelles autorités, les autorités actuelles, pour que la transition soit prorogée. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère qu'on n'en sera pas là. J'espère, parce que jusqu'ici, c'est une question qui fait débat, mais que les autorités de la transition essayent quand même de rassurer les uns et les autres. Quand on écoute le président Assimi Goïta, il a toujours dit que le délai c'est à respecter. Quand on écoute le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il dit également la même chose. Donc pour le moment, on peut s'en tenir à ça. Mais pour ce qui est de... Pour vous, est-ce que c'est un programme qui pourrait être mis en œuvre d'ici? Non, rien que pour la sécurité. Rien que pour la sécurité. C'est pas évident que la question sécuritaire soit résolue à 100% d'ici la fin de la transition. Cela n'est pas possible. C'est un processus qu'ils vont engager et même les autorités qui seront élues lors des prochaines élections présidentielles ou législatives, ces autorités-là doivent mettre en tête que leur mandat va être un mandat de transition. C'est vrai que ça ne sera pas une transition qui serait actée à Accra ou à Abidjan, mais la voix que les Maliens vont leur donner, la légitimité que les Maliens vont leur donner, c'est pour bien évidemment amener à bon port les travaux ou les initiatives qui vont être initiées par les autorités actuelles. Donc, à mon avis, cette transition, le Mali est là-dedans, peut-être jusqu'à 10 ans. Peut-être jusqu'à 10 ans, on sera dans une transition. Mais ça ne sera pas une transition militaire complètement. Bien vrai qu'on estime ou on espère que cette transition militaire va prendre fin, bien évidemment, dans les 7 mois qui vont suivre. Alors, Modibo Mao Makalou, on parle d'élections aujourd'hui au regard de tout ce qui se passe dans le pays. Le Premier ministre a ouvert beaucoup de fronts. La promotion de la bonne gouvernance, l'organisation des élections. Dans ce seul chapitre, on peut trouver beaucoup de points qui constituent qui font l'objet de désaccords, la mise en place d'organes uniques de gestion des élections. Est-ce que ceux qui estimaient que le Premier ministre devait se focaliser sur certains axes précis, 1 ou 2 axes, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Moi, je ne sais pas, mais ce que je puis vous dire, cet exercice, c'est quand même un peu... nous l'avions déjà connu après les événements de 2012, le coup d'État contre ATT en 2012. Il y avait un programme d'action aussi qui avait été mis en place par la transition de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le président de la transition qui fixe le cap. Il a fixé le cap. Et le Premier ministre, je crois que c'était le Conseil des ministres du 16 juin, et le président a été investi le 7 juin 2021, et le Premier ministre a été nommé le 7 juin 2021. Donc le 16 juin, en Conseil des ministres, le président a fixé le cap. Il a donné 4 orientations majeures. Ce sont ces orientations majeures que le Premier ministre développe en plan d'action. Vous et moi, nous pouvons donner notre opinion, mais c'est au gouvernement de dire ce qu'il peut faire. Et le Premier ministre s'est engagé devant cette Assemblée législative de la transition pour accomplir ce qu'il a décliné en 3 piliers, 4 axes, 9 objectifs,
164 actions et 108 indicateurs pour un coût de 2000 milliards 63 millions. Donc, il s'est engagé et maintenant, la question fondamentale, là où le CNT va devoir jouer un rôle, c'est le suivi, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. C'est-à-dire le suivi de la mise en œuvre de l'engagement pris par le gouvernement. Parce qu'il ne faut pas qu'on retombe dans les travers qu'on a vus. On a vu des premiers ministres ici se donner des notes eux-mêmes, à lui-même, qui s'octroyer une note et à son gouvernement. Donc, il faut, dans le processus d'évaluation, il faut qu'on ne soit pas juge et partie. C'est le gouvernement qui va mettre en œuvre ce programme d'action et c'est au Conseil national de transition de faire le suivi et l'évaluation pour savoir si le gouvernement est sur la bonne voie ou non. Alors, Madame Keïta, on me signale que nous avons Madame Keïta en ligne. Madame Keïta? Oui, je suis là. Alors, je disais que comment faire aujourd'hui pour que le Mali puisse, en tout cas, retrouver un peu de sécurité avant la tenue des élections? Quels sont les préalables aujourd'hui? Les préalables, la première chose, ce serait d'abord de rétablir la confiance entre les populations, les gouvernants et les gouvernés. Tout ce qu'on prévoit dans le plan d'action, que ce soit le renforcement de la présence militaire dans les localités, que ce soit la présence de l'administration dans les localités, ce sont des choses qui ne seront pas utiles tant qu'il n'y aura pas une confiance entre les forces de sécurité et les populations, et entre les gouvernements et les populations. Et il faut une présence de l'État, mais il faut que ce soit une présence qui soit vue comme utile de l'État. Donc ça, ce sera la première chose à mettre en œuvre. La deuxième chose, ce serait d'avoir un dialogue franc avec tous les acteurs nécessaires. Quand je dis tous les acteurs, oui, il y a l'accord issu du processus d'AG, mais il y a aussi depuis des groupes d'autodéfense qui sont là. Et il faut alors un dialogue franc pour voir quelles sont les conditions pour que, ces groupes puissent déposer les armes, mais que ces groupes puissent se sentir aussi suffisamment en sécurité pour le faire. Et les groupes armés djihadistes avec lesquels le gouvernement avait émis la volonté de discuter? Ça, c'est quelque chose qui fait l'objet de débat. Après, vous parliez tout à l'heure des partenaires internationaux. Il faudra aussi, si le gouvernement malien veut traiter la question de la discussion avec les groupes armés djihadistes, que le gouvernement puisse réfléchir à ce qu'il peut faire seul pour la sécurisation du Mali. Parce qu'on le sait, les groupes étrangers, et là notamment je pense à la France, ne resteront pas au Mali si jamais on envisage des dialogues avec les groupes djihadistes. Donc le gouvernement peut le mettre sur la table, mais à condition que ce gouvernement aussi puisse avoir les capacités de défendre son territoire par lui-même. Alors, Balan Diakité, le Premier ministre a des ambitions. Et on s'est posé la question s'il a les moyens de ses ambitions, mais aussi on se pose la question si le Premier ministre aura les coups de franche pour pouvoir mettre en œuvre ce programme. Non, mais comme l'a dit tout à l'heure M. Makalou, en fait, si le gouvernement a pris l'engagement d'exécuter ce programme d'action en 7 mois, on peut supposer effectivement qu'ils ont les ressources et les moyens de le faire. Dans tous les cas, ce serait très grave de vouloir faire la politique dont on n'a pas les moyens. Voilà, on s'expose à des critiques, on s'expose bien évidemment à être blâmé par non seulement les opposants, mais aussi par les citoyens qui ont un droit de regard effectivement sur l'action gouvernementale. Mais ce que je voudrais... qu'il y a des acteurs politiques aussi qui sont un peu réservés sur ce programme, qui estiment que le Premier ministre voudrait aller au-delà du délai imparti pour la transition. Il doit faire face à ces acteurs aussi. Vous savez, la question du délai, moi, à mon avis, ça devrait être discuté depuis le début de la transition. Il y a une sorte de méthode qui nous a manqué, qui a manqué aux décideurs politiques et aux acteurs politiques. Dès le début de la transition, il aurait été très facile ou très aisé de dire tout simplement, voilà ce que nous allons faire durant cette période de transition. Voilà ce qu'on ne peut pas faire durant cette période de transition. Vous savez, cela aurait même
permis peut-être de contenir un peu aujourd'hui le grogne social que l'on voit aujourd'hui avec le syndicat des enseignants. Parce que si les autorités de la transition avaient eu à dire à l'ensemble des populations maliennes, voilà ce que nous allons faire, et ce que nous allons faire s'établit sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Voilà ce qu'on ne peut pas faire parce que nous n'avons pas la capacité, parce que nous n'aurons pas le temps nécessaire de le faire. Aujourd'hui, on ne serait pas effectivement dans cette question de débat. Est-ce que la transition doit se prolonger ou ça ne devrait pas se prolonger? Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il y a effectivement une mauvaise gestion du temps par les autorités de cette transition. On a passé à peu près combien de temps avec le gouvernement Mokhtar Ouane et puis on n'a rien fait. On n'a rien réalisé. Même le pacte de stabilité sociale qui ressort actuellement dans le plan d'action du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, cela est ressorti également dans le plan d'action du Premier ministre Mokhtar Ouane. Et bien avant Mokhtar Ouane, dans la charte de la transition, il a été dit effectivement qu'une fois que les autorités de la transition vont être mises en place, on va aller vers effectivement ce pacte de stabilité sociale. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis 10 mois? Absolument rien dans ce sens-là. Sinon, si ce pacte de stabilité avait été mis en place, on n'allait pas avoir les grèves de l'UNTM, on n'allait pas avoir aujourd'hui la grève des enseignants et aujourd'hui, les enfants auraient peut-être eu les résultats de leurs examens. Donc, il y a aujourd'hui un véritable problème de gestion du temps et j'espère qu'avec ce gouvernement, on va aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, à mon avis, c'est résoudre le problème des enseignants. L'essentiel, à mon avis, c'est organiser des élections crédibles et transparentes parce qu'il ne faut pas oublier la réussite de cette transition va dépendre effectivement de la qualité des élections qui vont être organisées à la fin de cette transition. Alors, il faut noter quand même que le Premier ministre Mokhtar Ouane avait commencé à travailler sur les élections. Il avait mis un comité d'orientation stratégique, mais avec le coup d'État, tout est... Voilà, tout est parti à l'eau. Oui, mais si après c'est pour le balayer comme ça et puis on remet tout à zéro, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ceux qui ont nommé le Premier ministre Mokhtar Ouane, ce sont ces mêmes personnes qui ont nommé également Choguel Kokala Maïga. Donc il faut être judicieux dans le choix. Savoir vraiment, quand on choisit quelqu'un pour un poste, il faut lui faire confiance, il faut travailler avec cette personne et avant même de le choisir, savoir si effectivement le lien et le rapport que l'on a avec cette personne nous permet de travailler avec cette personne, d'autant plus que nous sommes dans une période critique de notre histoire nationale. Donc à mon avis, le choix n'a pas été quand même judicieux, ou même si le choix a été judicieux, quand même, il y a eu un problème aujourd'hui qu'il faut reconnaître. On a passé 10 mois à peu près sans rien faire. Alors, Modibo Mao, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les autorités entretiennent un peu le flou? En tout cas, il y a un peu de tabou autour de la question du délai. Il y a un programme qui a été adopté sous Mokhtar Ouane. On se rappelle que l'actuel Premier ministre qui était un peu dans l'opposition à ce moment, qui avait même décrié ce programme, qui disait que c'était un programme qui ne pouvait même pas tenir un mandat. Alors, aujourd'hui, il y a un autre programme, il y a des gens qui émettent des réserves. Est-ce qu'il n'est pas temps que les acteurs s'asseyent et discutent de ce qui est faisable et si toutefois on doit prolonger la transition, voilà, qu'on se le dise? Écoutez, moi j'ai entendu le président de la transition lors de son discours d'investiture dire que les délais seront tenus. Oui. Hier, j'ai entendu le Premier ministre Choguel Maïga dire que les délais seront tenus. Mais est-ce que dans la pratique, on constate... Le Mali est un pays qui est à la base de la plupart des organisations sous-régionales qui nous entourent, que ce soit surtout la CEDEAO et l'Union africaine. Nous avons joué un rôle particulièrement important. Et vous savez, la charte de la transition, dans son préambule, fait référence à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine. Et elle fait référence aussi au protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour les élections et la gouvernance. Donc ça, ce sont des engagements internationaux. Ce sont des organisations supranationales qui vont au-delà de nos lois fondamentales. Donc, nous avons des engagements, nous travaillons avec la communauté internationale, parce que nous sommes dans un espace, nous avons des voisins, et des engagements ont été pris. Dire que ces engagements ne seront pas respectés, moi, je ne peux pas l'envisager parce que les conséquences seront trop graves. Mais en politique, l'impossible, rien n'est impossible.
Hein. Et c'est Maurras qui disait que tout est permis en politique sauf de se laisser surprendre. Mais nous verrons. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que dans l'axe 3 de ce plan d'action du gouvernement, les élections vont coûter à peu près 10 milliards. C'est 10 fois moins que ce que les élections de 2018 nous ont coûté. Elles étaient budgétisées à 34 milliards, mais le contribuable a payé 92 milliards pour les élections de 2000. Et ce ne comprenait même pas les élections législatives. Donc je pense que, comme on l'a dit autour de cette table, il faut aller vers l'essentiel. Et le Premier ministre, c'est son rôle, il doit rassembler autour de ce plan d'action gouvernemental l'ensemble de la société malienne, de l'opinion publique, des politiques, de la société civile, tout le monde. Vous savez, c'est Sauvy qui disait « L'opinion publique est le plus grand parti politique qui n'est prévu par aucune constitution ». Si les Maliens se mettent d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire, je pense qu'il faut résoudre les problèmes dans leur cause, pas dans leurs conséquences. Ce n'est pas les effets qu'il faut... Il faut pas mettre l'esparadrap sur les pensions, sur les blessures comme ça. Il faut voir un peu qu'est-ce qui cause toutes ces blessures-là. Et tant que nous allons, avec les écrans de fumée, les artifices, les poudres perlimpinpin qu'on a l'habitude de voir, on va continuer à tourner en rond. Il faut parler le langage de la vérité. Les Maliens sont des gens mûrs et des gens courageux qui peuvent tout faire s'ils décident de le faire. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent aussi sur l'opportunité et l'utilité des assises nationales sur la refondation. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire, tous les deux, on commence par vous, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de tenir une telle assise? Alors, les assises, on en a eu beaucoup, hein. On en a eu beaucoup depuis 1990 jusqu'à maintenant. Mais il faut dire une chose. Les assises, nous, au Mali, ici, on a cette mauvaise habitude de concevoir les assises comme étant des moments exceptionnels. Les assises doivent être des moments qui doivent faire partie de la vie démocratique de tous les jours. Il faudrait que l'on discute. Il n'y a pas de démocratie sans débat, il n'y a pas de démocratie sans discussion, en fait. Et les assises, ce sont les rares moments dans la vie d'une nation où le peuple se retrouve avec les décideurs et le peuple dit ce qu'il croit être important pour la conduite de la nation. Et à mon avis, cela ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel qui doit venir chaque 10 ans ou bien chaque 15 ans. Ça doit se faire de manière quotidienne. Il faudrait que les décideurs, dans le cadre de la démocratie participative, qu'on mette en place, surtout dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles qui sont envisagées aujourd'hui, il faudrait que l'on puisse mettre en place, en fait, un cadre de gouvernance qui puisse permettre quand même aux citoyens de pouvoir participer activement non seulement à la prise de décisions politiques, mais à leur application, mais aussi à leur évaluation. Parce que dans l'évaluation des politiques publiques, le rôle des citoyens sont très importants. C'est vrai que des institutions politiques comme par exemple l'Assemblée nationale jouent un rôle important, mais les citoyens aussi doivent être associés dans ce processus d'évaluation des politiques publiques. Donc, à mon avis, aujourd'hui, il faut aller vers ces assises-là, d'autant plus que nous avons sur toutes les lèvres la question de la refondation de l'État, même si là aussi, je pense que la refondation d'un État ne se fait pas en 7 mois, ça se fait pendant des années, des mois pendant des années, des dizaines d'années et des dizaines d'années. Je vais dire tout simplement que le processus va être engagé pendant cette période de transition, mais même les autorités qui vont être issues des prochaines élections doivent aussi intégrer dans leur schéma de pensée qu'ils sont dans une période de transition et que la refondation de l'État doit être continuelle. Justement, beaucoup de gens se demandent pourquoi des assises nationales et des recommandations issues de ces assises qui seront contraignantes pour les autorités à venir. Est-ce que cela est possible en démocratie? Peut-être les autorités qui viendront après pourront tout laisser dans les tiroirs. Non, pourquoi? Est-ce que c'est la transition, la période la mieux indiquée pour de telles assises?
En politique, franchement, il n'y a pas un moment adéquat pour satisfaire les exigences de la population. Tous les moments sont idoines. Parce que le souverain, c'est le peuple. Ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, on est tous unanimes là-dessus qu'il faut aller vers la refondation. Le modèle institutionnel que nous avons hérité de la colonisation et qui continue à œuvrer chez nous ne peut pas fonctionner, a montré ses limites. L'éloignement de l'administration des populations n'arrive pas aujourd'hui à répondre efficacement aux besoins des populations. Donc, il faut vraiment changer ça. Il faut changer même l'architecture institutionnelle de l'État. Ce modèle semi-présidentiel que nous avons, il faut carrément revoir cela, voir l'opportunité de le maintenir ou de ne pas le maintenir. Et ça, c'est dans le cadre des débats avec les premiers concernés que sont les populations. Et quand je dis les populations, il ne s'agit pas seulement de Bamako. Il s'agit vraiment des populations qui sont dans les localités, c'est-à-dire les cultivateurs, ceux-là qui ne savent même pas s'exprimer en français. Il faut aller les écouter et leur entendre dans leur expression locale, parce que c'est la démocratie qui prend sa racine ou sa source à partir de là. La démocratie est d'abord un phénomène local. Si on ne comprend pas en fait les préoccupations de ceux qui sont dans le Mali profond, on ne pourra pas résoudre les problèmes qui nous submergent ici à Bamako. Donc à mon avis, il y a effectivement une nécessité d'aller vers ces assises-là, et à mon avis, c'est très important pour nous. Alors, Modibo Mao Makalou, un mot sur ces assises. Qu'en pensez-vous? Oui, je partage entièrement ce que M. Diakité vient de dire. C'est nécessaire aujourd'hui. Ces assises, mais je vais vous dire pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire ces assises. Parce qu'au moins, ce gouvernement de transition, la charte dit que les membres du gouvernement et du CNT ne sont pas éligibles pour les élections à venir. Donc, il faut des assises, il faut qu'elles soient inclusives. Comme il vient de le dire, il faut appeler tout le monde. Il faut que ce soit toutes les strates de la société qui viennent parler du Mali. Parce que vous savez, cette crise, ça fait 61 ans. Depuis l'indépendance, nous avons subi des crises en 60, en 61. Ce pays même est né dans la douleur avec l'éclatement de la Fédération du Mali en août 60. Donc après cela, il y a eu un certain nombre de crises et le Mali a toujours été géré par rupture constitutionnelle. Généralement, nous sommes à notre 5e coup d'État en 60 ans. Donc, vous savez, il va falloir quand même que nous parlions entre nous, Maliens. Et c'est pour cela ces assises, si elles sont inclusives, impliquant toutes les strates de la population, et aussi qu'elles soient participatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que M. Gadigo et M. Diakité sont là, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter à ce débat? Parce qu'il ne s'agit pas de s'enfermer avec ses petits copains, et puis ses cousins, et puis ses partisans dans une salle, et puis mettre des résolutions, s'autocongratuler. Non, ça ne va nulle part, ça ne marche pas. On l'a vu comment ça a été fait dans ce pays, ça ne marche pas. Il faut aller vers les populations, il faut être à l'écoute des populations. Vous savez, c'est Napoléon Bonaparte qui disait « On gouverne de loin, mais on ne peut administrer que de près ». Quand on parle de décentralisation, mais les problèmes de Kidal, les problèmes de Bafoulabé, les problèmes de Fourou. Mais qui peut mieux en parler que les populations de ces contrées? Personne ne peut s'asseoir dans son bureau et puis imaginer quels sont les besoins de ces populations. Si nous voulons, en tout cas, refonder, il faut une base pour que nous acceptions de vivre ensemble, parce que nous sommes un État-nation. Il ne faut pas qu'on l'oublie, que la nation a précédé l'État dans notre pays. Et donc, il va falloir que nous construisions sur nos valeurs sociétales positives pour pouvoir bâtir un large avenir prospère et dans la paix. Et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui portait sur le programme d'action gouvernemental présenté hier par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Nous recevions sur ce plateau des observateurs pour analyser ce programme. Il s'agissait de Modibo Mao Makalou, économiste, Balan Diakité, enseignant-chercheur et analyste politique. Et elle était au téléphone avec nous, Madame Keita Kadiatou, spécialiste des questions sécuritaires. Merci à nos invités. À la régie vidéo, c'était Salim Diouara. La mise en onde de ce débat a été assurée par Nouhoum Djiré. J'ai eu le plaisir de présenter cette émission. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.